Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Vivre en harmonie avec les autres, se libérer des relations toxiques, c'est le thème que j'ai choisi pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que vous avez déjà eu vous-même l'impression qu'une relation vous épuisait au lieu de vous soutenir, de vous élever ? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que votre énergie, vos rêves, votre confiance, vos projets s'étaient effrités au contact de certaines personnes ? Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet que j'ai envie qu'on explore ensemble. Comment identifier une relation toxique ? Je parle bien de relation et pas de personne, je vais vous expliquer pourquoi. Comment s'en protéger ? Quelles sont les solutions ? Quels sont les outils à disposition ? Et surtout, comment utiliser cette expérience pour grandir ? Comment transformer l'expérience douloureuse d'une relation toxique en tremplin pour votre connaissance de vous-même et votre éveil ? Dans cet épisode, il va y avoir 3 parties principales. La première partie, c'est vraiment comment reconnaître les signes d'une relation toxique. À partir de quel moment une relation devient toxique ? Comment identifier rapidement les signes ? Ça, c'est la première étape qui est indispensable. Deuxième grande partie dans cet épisode, quels sont les moyens maintenant de s'en préserver ou de sortir d'une relation toxique lorsqu'elle est installée, qu'on est dedans. Et puis, troisième partie, comment transformer ces expériences désagréables en opportunités de mieux se connaître grâce à l'effet miroir. Je vais vous présenter l'effet miroir, je vais vous présenter un exemple concret et vous dire concrètement comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, mais cet épisode... Vivre en harmonie avec les autres, avec ce focus relation toxique, il m'est vraiment directement inspiré et il est très enrichi des retours que j'ai eus de la part des participantes du programme Expérience que j'anime depuis 2017 lors d'une session collective il y a quelques jours. On a vraiment brainstormé ensemble sur les signes de relations toxiques et également sur les moyens, les outils à notre disposition pour en sortir. Et là, je me suis aperçue d'une chose, c'est que sur les dizaines de femmes qui étaient présentes à cette session collective, toutes avaient déjà traversé des relations toxiques. Certaines étaient encore coincées dans des relations toxiques et on s'est vraiment aperçu que c'est quelque chose d'universel. Tout le monde est concerné. Donc ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, de ne pas réserver cette thématique aux clientes que j'accompagne aujourd'hui, mais également de l'étendre à toutes les personnes que ça peut intéresser. Et bien sûr, s'il y a des participants du programme Expérience qui écoutent cet épisode, ça va également vous permettre de reclarifier ce qu'on a vu ensemble, de le synthétiser. Je rajoute des exemples, des illustrations. Et donc voilà, ça vous permet de continuer ce travail approfondi qui est offert, proposé par ces relations désagréables. Donc première partie, identifier les signes d'une relation toxique. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une relation toxique ? De quoi parle-t-on ? C'est une dynamique
Déjà, une relation toxique, c'est une dynamique. Donc, il y a une interaction dans laquelle l'une ou les deux personnes, parce que ça peut être également réciproque, cette toxicité, se sentent enfermées, manipulées, diminuées. Une relation toxique, ça peut exister dans tous les types de relations. Le couple, la famille, les amitiés, au travail, ça peut exister partout. Alors moi j'insiste sur quelque chose, c'est que je ne parle pas de personnes toxiques, je parle bien de relations toxiques, car c'est une dynamique, c'est une interaction. Une relation, ça implique plusieurs personnes. Et donc en réalité, une personne qui nous semble à nous toxique, elle va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre. Et pareil, une relation peut être toxique avec quelqu'un dans un domaine, alors que dans un autre domaine, cette personne-là va pas être forcément toxique. Donc en réalité, c'est très ça nécessite plusieurs personnes pour s'installer et c'est propre également à un domaine. Parce qu'on va voir qu'en réalité, une personne toxique, une personne qui nous fait souffrir dans une relation toxique, c'est une personne qui elle-même est en souffrance. Et je fais ici une toute petite parenthèse, mais en réalité, toutes les relations que l'on a avec les autres, dès lors qu'on n'a pas soigné nos propres poids, dès lors qu'on n'est pas parfaitement conscient de nos blessures, dès lors qu'on n'est pas parfaitement libre de nos réponses, eh bien, toutes nos relations sont plus ou moins toxiques. En réalité, il y a peu de relations qui sont parfaitement saines. Ça nécessiterait qu'on ait nettoyé en nous tout ce qu'il y a à nettoyer auparavant. Ce qui n'est jamais le cas. Donc, en réalité, on se tourne toujours vers l'autre avec un petit bagage. Des petites blessures, des petites croyances, des émotions, des attentes, des besoins qui ne sont pas nourris. Et en réalité, eh bien, notre relation à l'autre, elle est déjà biaisée en amont par cette relation finalement à nous-mêmes et ce nettoyage intérieur qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé, qui est en cours. Donc, on ne parle pas de personnes toxiques, on parle bien de relations toxiques et j'insiste quand même, nous sommes toutes et tous plus ou moins installés dans des relations toxiques à petite ou grande échelle. Parce que dès lors qu'on n'a pas nettoyé tous nos poids, il y a de la toxicité dans nos échanges avec les autres. Bien sûr, plus ou moins grave, et tout ne fait pas du mal aux autres. Là, ce dont je parle aujourd'hui sont vraiment les relations qui nous font du mal. D'ailleurs, on va revenir ensuite sur les signes. Donc, un petit exemple pour illustrer. J'ai choisi l'exemple de Claire. Claire qui est une jeune femme ambitieuse, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de projets et qui a une amie de longue date qui s'appelle Marie. Et Marie, systématiquement, va venir critiquer les idées de projet de Claire. Quand Claire partage ses succès, par exemple dans sa vie professionnelle, Marie, systématiquement, on sent qu'il se passe quelque chose en elle, elle se crispe, elle change de sujet, elle minimise les accomplissements de Claire. Vous voyez, elle dévalorise un petit peu à chaque fois, en fait, tous les partages qui lui sont faits. Alors bien sûr, le type de comportement-là, qu'on reconnaît et qu'on a toutes plus ou moins vécu, c'est un signe de jalousie, donc c'est un signe d'insécurité de la part de Marie. Ça n'est pas forcément toxique en soi, ça va devenir toxique si Claire commence à se sentir découragée, rabaissée, que sa créativité est bridée, que dans ses projets, elle est freinée par ces interventions de Marie. Donc ça, c'est un exemple courant, il y en a plein d'autres. On va voir maintenant les différents signes, comment reconnaître une relation qui devient toxique. Là, je viens de dire, ça va devenir une relation toxique, Claire et Marie, si Claire commence à en souffrir. Donc effectivement, dans les signes, les symptômes d'une relation toxique, il y a la souffrance qu'on ressent, les émotions ressenties. Pour moi, il y a deux grands signes à surveiller. Il y a des comportements particuliers qui sont utilisés, donc là dans l'exemple par Marie, et puis il y a les émotions qui sont ressenties du côté de Claire. Et donc là encore, ça va dépendre de la perception de Claire. Ça va dépendre à quel point Claire, elle vient réagir, elle vient raisonner, elle vient, entrer en résonance, toucher la même fréquence en fait que Marie. Parce qu'on pourrait très bien avoir une autre personne qui, lorsqu'elle entend Marie changer de sujet ou minimiser, qui va immédiatement lui répondre sur un autre plan et qui en fait ne va pas du tout se laisser toucher par ça. Donc, il y a deux façons principales de reconnaître une relation toxique. La première, ce sont dans les comportements typiques utilisés
par les personnes qui sont installées dans ce type de relation. On parlerait de personnes toxiques, mais encore une fois, petite nuance, nous sommes toutes et tous plus ou moins des personnes toxiques. Et le deuxième grand signe à surveiller, ce sont les émotions ressenties. À partir du moment où il y a une souffrance qui est ressentie, eh bien là, il y a un signal d'alerte. Au niveau des comportements typiques, dans le brainstorming qu'on a pu faire avec les clientes du programme, on a identifié 4-5 comportements typiques. Le premier, c'est la manipulation. Vous avez sûrement entendu parler de gaslighting, c'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment, qui est une forme d'emprise mentale dans laquelle le manipulateur va déformer l'information. Il va présenter l'information sous un autre jour, il va omettre une partie des informations pour se favoriser lui-même ou pour dévaloriser l'autre, pour faire douter l'autre. Donc là, on sent qu'il y a une forme d'emprise ici, une sorte d'utilisation de l'information dans un sens qui vise à se valoriser soi et à dévaloriser l'autre. Pour le faire douter de ses capacités, pour le faire douter de sa propre valeur, de sa mémoire, etc. Donc la manipulation, c'est quand il y a une forme comme ça de jeu, on va dire, qui est installée de la part du manipulateur, et puis également une forme d'emprise. C'est-à-dire que le but, c'est de se montrer plus fort que l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre du rapport de force. On a envie de se positionner au-dessus. Autre comportement typique, les critiques constantes et répétées. Ça, c'est également un signe. Là, on disait, Marie, dans l'exemple, elle critique sans cesse, elle minimise les succès, elle doit exagérer les échecs et les erreurs. Bref, il y a vraiment ce focus qui est toujours mis sur la critique. Autre chose qu'il peut y avoir comme signe, c'est un manque flagrant de réciprocité. Quand on est toujours la seule personne à faire des efforts, par exemple, alors attention à notre perception de l'effort, mais quand objectivement, c'est nous qui faisons les signes de gentillesse et que du côté de l'autre, on a sans cesse les critiques, eh bien ça, c'est également un signe qui doit alerter. Et là, vous voyez, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans le factuel. Je vois l'emprise, je vois la déformation d'informations, je vois les critiques, je vois le manque de réciprocité. Ça, ce sont des choses que quelqu'un d'extérieur peut observer. Autre signe également, autre symptôme d'une relation toxique, c'est l'ambivalence de la relation. Ça, c'est quelque chose qui a été souvent évoqué par les clientes pendant notre session. C'est l'idée qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Il y a vraiment cette insécurité, c'est que la personne face à nous n'est pas constante, ne nous propose pas toujours la même chose ou une chose à laquelle on peut s'attendre. Et donc, ça crée beaucoup d'insécurité, d'incertitude. Autre symptôme également dans les comportements, c'est une personne, manipulateur, qui va donc chercher à culpabiliser l'autre, qui ne va pas reconnaître ses torts, qui va sans cesse dire que la faute vient de l'autre. On reconnaît là un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette idée un peu de rapport de force, de se placer au-dessus de l'autre, se valoriser soi, dévaloriser l'autre. Il peut y avoir des critiques, des jugements, de la culpabilité, pas reconnaître ses erreurs, etc. Ça peut prendre beaucoup de formes. Donc ça, c'est vraiment le premier type de signe qu'on est dans une relation toxique. Ce sont les comportements typiques de la relation toxique. Manipulation, emprise, les critiques, absence de réciprocité, ambivalence, culpabilisation, etc. Maintenant, le deuxième grand signe, comme je le disais, pour qu'il y ait une relation toxique qui soit présente, c'est qu'il y a un ressenti de la part d'une personne, voire des deux, encore une fois, qui vit mal en fait cette relation. Comment ça peut se manifester? Quel type d'émotion? Eh bien sûr, ça engendre une fatigue émotionnelle. Ça engendre du stress, des tensions. On peut ressentir une culpabilité après avoir interagi avec la personne. Parmi les signes qui ont été évoqués en session, il y avait « je ne me sens pas respectée ». Je sens que je suis abîmée, en fait, par cette relation, par nos interactions. Je me sens vulnérable. L'impression d'être fragilisée, d'avoir une estime qui diminue, être dévalorisée. Donc là, on voit bien, il y avait le comportement manipulateur, et puis là, il y a le ressenti. Du côté de, on pourrait dire, la victime. Il ne faut pas s'enfermer dans ces étiquettes, mais il y a un ressenti. Oui, je me sens dévalorisée, je me sens rabaissée. Je ne me sens pas aimée comme je suis.
Vous voyez, le sentiment aussi de ne pas être soi-même, de devoir enfiler un masque, de devoir se forcer, de devoir tricher parce qu'on ne nous accepte pas vraiment comme on est. J'ai parlé tout à l'heure d'ambivalence dans les comportements, et là en termes de ressenti, ça pourrait être « je suis mal à l'aise, je ne sais pas comment aborder cette personne, je me sens toujours dans l'incertitude, je ne sais pas comment gérer ». Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fluide en fait dans cette relation. Autre signe bien sûr, je me sens plus mal que bien. Je me sens moins joyeuse, je me sens plus inquiète, je me sens plus tendue, je me sens moins bien, tout simplement. Donc très clairement, pour identifier si une relation toxique est présente, il faut en fait ces deux types de signes. Il y a un comportement et il y a une émotion ressentie. Il pourrait très bien n'y avoir que le comportement, mais qu'en réalité, ça n'ait aucun impact en termes d'émotion, parce qu'on a travaillé sur nous-mêmes, parce qu'on est au fait de nos propres croyances, au fait de notre propre blessure, et que finalement, quand une personne a ce type de comportement, on voit simplement une personne qui a ce type de comportement. Mais ça n'implique pas en nous de réaction, de réveil émotionnel. Donc voilà pour cette première partie. Alors déjà, à votre niveau, là, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a une relation dans votre vie en ce moment qui vous pousse à douter de vous, qui freine votre épanouissement? Parmi les signes que j'ai évoqués, quels signes reconnaissez-vous? Dans la fiche d'auto-coaching, je vais faire un récap de ces différents signes, donc vous pouvez aller la récupérer. Je mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Voilà, pour garder ces signes près de vous et pour refaire éventuellement cette analyse. Donc une fois qu'on a identifié cette relation toxique, comment s'en préserver et comment en sortir? La première chose qui est importante ici, c'est de bien réaliser, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, que sortir d'une relation toxique, ça n'est pas toujours possible tout de suite. Alors principalement, bien sûr, s'il s'agit de relations professionnelles, s'il s'agit de membres de la famille, s'il s'agit d'un couple, ce n'est pas évident d'en sortir. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Parfois, il va être vraiment indispensable de s'éloigner. Parfois, on va pouvoir travailler sur d'autres axes. Donc, un exemple que j'aimerais donner ici, une petite illustration, c'est l'exemple de Julie cette fois. Et là, ça se passe dans sa vie professionnelle. Julie travaille avec un collègue qu'on va appeler Thomas. Et Thomas, systématiquement, il critique les idées de Julie en réunion. Dès lors qu'il voit qu'elles ne sont pas approuvées, par exemple, par la hiérarchie, il se retourne contre ses idées, contre elle. Et par contre, quand elle fait quelque chose qui est une réussite, là, il vient récupérer les réussites. Bon, on voit encore un petit peu le même type de comportement qu'on a évoqué tout à l'heure avec cette emprise mentale, ce gaslighting, cette idée de dévaloriser l'autre, de récupérer pour soi. On sent que la personne là qui manipule, elle est dans un rapport de force. Il y a un complexe d'infériorité, donc elle est toujours en train d'essayer de tirer la couverture à elle pour réparer quelque chose, une blessure qui est en elle, bien sûr. Donc Thomas critique les idées qui ne sont pas appuyées et puis s'attribue les réussites des idées qui fonctionnent. Donc solution possible, là Julie, elle ne peut pas couper les ponts tout de suite avec Thomas parce qu'elle a besoin de ce travail et qu'elle aime son travail. Par contre, ce qu'elle décide de faire, c'est d'avoir une conversation claire avec Thomas. Qui pourrait se tourner de cette façon? Je vais y revenir ensuite. J'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on s'appuie mutuellement l'un sur l'autre pour avancer, mais j'ai remarqué que certains de mes partages sont mal perçus ou que certaines de mes contributions sont ignorées et j'aimerais qu'on en discute. Voyez ? Donc là, c'est une façon d'aborder les choses, d'aborder la situation et surtout là, ce que propose Julie, c'est qu'elle met des mots sur les faits. J'ai remarqué que certaines de mes contributions tatatam, j'aimerais qu'on en discute. Julie, elle va pouvoir aller plus loin ensuite en exprimant ce qu'elle ressent, elle, quand on lui fait ça, et de quoi elle aurait besoin pour avancer plus efficacement, main dans la main avec Thomas, puisqu'a priori, ils travaillent en équipe. Donc, je vais revenir après ce petit exemple sur les différentes possibilités. Là, Julie, on voit, elle a choisi la communication, je vais en reparler. Ce n'est pas la seule option. Et bien sûr, les options qu'on va choisir vont dépendre du type de relation, vont dépendre du contexte, et puis également vont dépendre de nous. Comment est-ce qu'on se sent? Avec quoi on est à l'aise?
Bon, première chose, pour pouvoir réagir et sortir d'une relation toxique, ça paraît évident, mais c'est indispensable, c'est d'en prendre conscience. Pour réagir, on doit en prendre conscience. Parce qu'on peut très bien être enfermé dans une relation toxique et ne même pas le percevoir. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose, on n'est pas bien, mais on ne prend pas conscience qu'on est dans une relation toxique et qu'il faut en sortir. Deuxième type d'option, ça peut être de demander de l'aide. Demander de l'aide pour développer sa résilience émotionnelle, relationnelle, pour apprendre à poser des limites, pour apprendre même à mettre des mots sur la relation toxique, pour apprendre à identifier ses propres besoins, pour apprendre à communiquer également sur ses propres besoins. Donc on pourrait carrément demander de l'aide. Une personne qui va nous transmettre ses compétences. Une personne qui va nous aider à mettre de la clarté sur ce qu'on traverse. Autre option possible, toujours demander de l'aide, mais cette fois-ci faire appel carrément à un médiateur ou à un tiers. Si par exemple les relations toxiques sont installées dans l'environnement familial, on pourrait très bien envisager un thérapeute familial pour faciliter l'échange, pour assainir en fait les interactions entre les différentes personnes présentes, parce que chacun ajoute ses blessures, chacun ajoute son bagage, et au bout d'un moment c'est très compliqué de discerner les choses et d'avancer ensemble. Donc ça, ce sont des options. Et toutes les options que j'évoque m'ont été proposées, ont fait l'objet de ce brainstorming avec les participantes en session. Donc ce sont des idées qui ont été testées. Autre outil, évidemment, pour sortir d'une relation toxique, la communication. On l'a vu avec l'exemple de Julie qui va parler à Thomas. Une communication que moi j'appelle la communication bienveillante. Et d'ailleurs, c'est une des grandes compétences que je transmets dans le programme Expérience. La communication bienveillante, c'est une communication où on va clarifier nos propres besoins. Donc déjà, ça demande d'être au clair avec ses besoins. Et ensuite, on va les exprimer. Par exemple, Julie pourrait dire à Thomas, « Je me sens dévalorisée quand tu fais ça. » Je me sens dévalorisée quand tu fais ça. Et elle explique simplement ce qu'elle ressent. Et j'aurais besoin plutôt d'être soutenue pour avoir de meilleures idées, pour être plus efficace. J'aurais besoin de sentir que tu me soutiens. Vous voyez, Julie, elle pourrait dire ça à Thomas. Et ce qui est important dans cette communication bienveillante, évidemment, c'est de ne pas accuser l'autre, mais de se concentrer sur ses propres ressentis. Ça va être beaucoup plus propice, beaucoup plus productif comme échange, comme discussion, si on se concentre sur ses émotions et ce qu'on ressent. Une émotion, elle ne peut pas être niée par l'autre. Il peut pas dire « oh non, pas du tout ». Si je te dis que je me sens dévalorisée, c'est que je me sens dévalorisée. C'est un ressenti. Ça ne se critique pas, un ressenti. Ça ne se nie pas. Il est présent, il est là. Donc ça, c'est une autre option. Alors bien sûr, il y a un autre type d'option qui a été d'ailleurs évoqué en session, c'était l'idée d'essayer de changer l'autre. Quand on voit qu'on est dans une relation toxique, que ça nous fait du mal, d'essayer de faire en sorte que l'autre change. Et je sais que souvent, c'est une option qu'on tente. Et on perd énormément d'énergie ici. C'est une grande source de souffrance que d'essayer de changer l'autre. Et donc, à ce titre, si vous êtes dans une relation toxique comme celle-là, je vous invite vraiment à faire un exercice comme le cercle de contrôle. C'est-à-dire à identifier, quand vous êtes dans cette situation, dans cette relation, ce qui est sous votre contrôle et ce que vous pouvez changer vous. Par exemple, prendre une distance, voir davantage des personnes positives ou soutenantes, demander de l'aide, apprendre à communiquer, etc. Ça, c'est votre contrôle, votre zone d'intervention, et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Par exemple, le comportement de l'autre, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, comment il va réagir. Ça n'est pas sous votre contrôle. Donc c'est très important, si vous vous reconnaissez un peu dans ce type de fonctionnement, d'essayer de changer l'autre parce que vous avez envie d'y croire, parce que de bien distinguer votre responsabilité à vous et votre champ des possibles à vous, c'est quoi? Et votre cercle hors contrôle, c'est quoi? Autre type d'option, évidemment, c'est de créer une distance. Créer une distance, parfois ça va être indispensable quand vous perdez vraiment beaucoup d'énergie au contact de l'autre personne. Limitez un maximum les interactions avec elle. Et une autre chose que vous pouvez faire ici, c'est d'investir au contraire dans des relations soutenantes. Des personnes qui vous aident, des personnes qui vous soutiennent, des relations positives.
Donc voilà pour toutes les options possibles pour vous préserver et pour sortir de relations toxiques. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on dessine ensemble, qu'on aborde ensemble, c'est d'évoquer maintenant une idée pour aller plus loin. Une fois qu'on s'est protégé, une fois peut-être qu'on est sorti de cette relation, une fois qu'on a mis la distance nécessaire pour nous ressourcer, pour recharger nos batteries, la vraie question qu'on doit se poser ici, c'est: que m'apprend cette relation sur moi-même ? Parce qu'en réalité, cette personne toxique, cette relation toxique, elle a simplement réveillé en nous des blessures. Elle a simplement réveillé en nous des croyances, elle a réveillé en nous des choses désagréables. Et si je me contente de virer le messager, d'essayer de supprimer le messager, donc de m'éloigner de cette personne, de prendre des distances, de changer ses comportements, etc., là j'agis à l'extérieur. Mais je ne traite pas la blessure qui a été réveillée par cette personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si simplement j'essaie d'éloigner le messager qui réveille la blessure sans traiter la blessure, eh bien, la blessure se réveillera à nouveau sous une autre forme, dans une autre relation, dans une autre situation. Donc, partie 3. Comment est-ce que maintenant j'utilise cette situation désagréable pour moi, cette situation de souffrance, pour mieux me connaître grâce à l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir déjà ? C'est l'idée que les relations difficiles reflètent souvent des parts de nous-mêmes qu'on a besoin d'explorer. Les émotions désagréables que l'on ressent à cause de cette personne dite toxique et dans cette relation toxique, ces émotions que je ressens, ce n'est pas l'autre qui les a créées. L'autre les a réveillées. L'autre les a réveillées, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est sur la même fréquence. Donc en réalité, s'il y a une souffrance, et il y a une souffrance, quand on est dans une relation toxique, il y a une souffrance. S'il y a une souffrance, c'est parce que quelque chose en l'autre réveille quelque chose qui est déjà là en moi. Et qu'en réalité, cette relation toxique, eh bien, elle est en train de réveiller, elle est en train de mettre en lumière. Elle est en train de pointer des blessures ou des besoins qui ne sont pas comblés. Donc ici, j'insiste un petit peu parce que je sais que les accords Toltec ont beaucoup de succès, ils en ont encore beaucoup, et que notamment, il y a un accord Toltec qui est très connu, c'est ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, ça lui appartient. Ça ne me concerne pas, moi. Ça lui appartient à lui. Et donc, je vois beaucoup de personnes réagir quand quelqu'un critique, quand quelqu'un juge, quand quelqu'un désapprouve de manière véhémente, de dire « je m'en moque, ça le concerne lui ». Mais bien souvent, on s'arrête là. On s'arrête là et on oublie en fait le tremplin, le support d'éveil, le support de connaissance de soi qui est là, présent devant nous. Oui, sa critique, ses comportements, sa façon d'être à ce manipulateur, ça le concerne. Mais ma réaction, les émotions que je ressens quand je suis face à cette personne, les ressentis qui sont là, les blessures qui se réveillent, etc. Tout ça, ça me concerne moi. Parce que si les comportements de cette personne, ça m'agace, ça me peine, ça me blesse, si ça me fait du mal, c'est parce que ça entre en résonance avec quelque chose que je porte en moi. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, une personne toxique, elle ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et pour que ça devienne toxique, il faut qu'on accepte quelque part cette toxicité. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre ? Une personne qui est désagréable. Reprenons l'exemple de Marie tout à l'heure, qui critique Claire dans ses projets, qui rabaisse ce qu'elle fait, etc. Claire, ça devient une relation toxique quand elle commence à en souffrir. Maintenant, si, au contraire, ici, je n'ai pas besoin du tout de l'approbation de Marie, parce que je suis parfaitement au clair avec pourquoi je fais les choses. Je sais où je vais. J'ai nettoyé les blessures dont j'avais à prendre conscience et je suis au clair avec ça.
je connais mes croyances et je travaille pour les faire évoluer. Bref, si je suis déjà dans ce processus de libération, de nettoyage, eh bien, les remarques de Marie, je vais simplement les observer. Ça va être des mots, ça va être des phrases, ça va pas être des blessures et de la souffrance. Je peux être neutre par rapport à ça. Et même plus que ça, plutôt qu'être neutre, je peux même faire grandir mon amour en l'écoutant. Parce que je vois les souffrances chez elle. Parce que je vois les failles qui sont présentes. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas obligée de réagir finalement aux critiques. Je peux être neutre et je peux même ressentir de l'amour pour la personne que je vois et qui est en souffrance en face de moi. Donc si il y a relation toxique, c'est parce qu'il y a un ressenti de souffrance. S'il y a un ressenti de souffrance, c'est parce que je porte en moi quelque chose que l'autre réveille, parce que ça vibre à la même fréquence. Donc je vais donner un exemple concret, la croyance d'être pas assez. Donc prenons un exemple de Marie, cette fois, qui est en couple avec son compagnon, Paul, qui critique constamment ses choix et ses goûts. Vous voyez, il lui dit que son style vestimentaire est nul, que ses décisions professionnelles c'est n'importe quoi, qu'elle fait toujours les moins bons choix, que sa manière de s'exprimer en public n'est pas bonne, qu'elle est trop timide, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle pose jamais ses limites, que tout le monde lui marche dessus, etc. Marie se sent rabaissée, dévalorisée. Elle reste quand même dans la relation parce que peut-être qu'elle n'en a même pas conscience, malgré la souffrance qu'elle peut ressentir. Et si Marie décide de travailler, à un moment donné avec cet effet miroir, elle prend conscience que quelque chose ne va pas, admettons, elle entre dans le programme expérience, elle découvre ce qu'est l'effet miroir, et là, qu'est-ce qui va se passer dans son cheminement ? Elle va réaliser une chose, Marie, elle va rapidement prendre conscience que bien avant cette relation, depuis toujours ou presque, elle porte déjà en elle cette croyance limitante. Je ne suis pas assez bien. Peut-être j'ai de mauvais goût, peut-être je fais les mauvais choix, peut-être je ne suis pas à la hauteur, peut-être je ne suis pas intéressante. Elle porte déjà en elle tout un tas de croyances limitantes. Et donc, elle se rend compte d'une chose, c'est que les critiques de Paul, elles ne créent pas la blessure, elles réveillent la blessure ancienne. Elles viennent résonner avec cette blessure et c'est pour ça que ça devient particulièrement douloureux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle laisse à Paul cette forme d'emprise, parce qu'elle-même, elle y croit un peu. Donc du coup, quand elle essaye constamment de s'améliorer pour plaire à ce Paul, qu'elle ne se défend pas, qu'elle approuve, qu'elle baisse les épaules, etc., finalement, elle vient jouer le jeu de Paul. Elle vient renforcer son emprise à lui en nourrissant cette dynamique toxique. Donc comment est-ce qu'elle peut dépasser cette situation ? Donc on a déjà vu les solutions précédemment, poser des limites, prendre des distances, nourrir d'autres relations soutenantes. Mais si elle veut aller plus loin dans son cheminement, dans ce processus d'éveil à elle-même, et c'est ce qu'on fait dans le programme Expérience notamment, là, elle va entrer dans une démarche de cheminement intérieur, de nettoyage intérieur, ce qu'on appelle le travail intérieur, pas très joliment, qui va vraiment passer par écouter le message du messager. Paul, avec ses comportements de manipulation et d'emprise, c'est le messager. Et le message, eh bien, c'est cette blessure qui est présente. Je ne suis pas assez bien. Je ne vaux pas la peine. Donc à ce moment-là, Marie va pouvoir prendre conscience de l'effet miroir, elle va pouvoir identifier l'origine de cette croyance, de toutes ces petites croyances corollaires, mais il y a derrière cette grande blessure de « je ne suis pas assez bien pour être aimée ». Alors ça peut être lié à plein de choses, donc elle va faire un travail de compréhension d'où ça vient. Ça peut être lié à des attentes parentales trop strictes, à un manque de validation dans son enfance. Ça peut même être lié à des générations antérieures, voire à des vies antérieures, si on croit à ce type de sujet, ce type de choses, pourquoi pas. En tout cas, cette croyance, elle est là depuis longtemps, et cette croyance, elle s'accompagne de blessures, c'est un poids, c'est un nœud émotionnel. Et donc, ce qui va être très très important ici, pour Marie, dans ce travail intérieur, c'est d'identifier l'origine, pourquoi pas, mais selon les approches qu'on a, il va y avoir plein d'origines différentes. Surtout, ce qui va être essentiel, c'est d'aller plus loin que la compréhension intellectuelle de où ça vient, pour pouvoir libérer vraiment les émotions, le nœud émotionnel qui est présent, libérer la blessure qui est présente.
Donc là, je vous renvoie à l'épisode 67, le petit guide de libération émotionnelle. La clé, ça va être de libérer les blessures qui viennent d'être mises en lumière par Paul. Et donc, on finit ici avec une note positive. Il y a beaucoup de solutions pour en sortir, il y a beaucoup de signes qui permettent de détecter. Et surtout, les relations toxiques, aussi douloureuses soient-elles, sont des tremplins. Ça peut devenir des tremplins, comme toutes les souffrances, toutes les épreuves désagréables qu'on traverse, des tremplins pour mieux se connaître, pour nettoyer ce qui doit être nettoyé en soi, et pour ensuite attirer à soi des relations plus saines. Donc voilà ce que j'avais vraiment à cœur de partager dans cet épisode. Comment identifier les relations toxiques, comment s'en protéger, comment en sortir et comment en tirer des leçons puissantes pour s'éveiller à soi-même. Et vraiment le message de la fin, c'est celui-ci. L'harmonie commence en vous. Toutes ces situations désagréables, ne vous laissez pas happer par la situation elle-même. Ce sont des messagers. Et vous, ce que vous devez observer, ce que vous devez traiter, c'est le message. Vous devez écouter le message. En apprenant à vous connaître, en apprenant à tourner votre regard vers vous, en apprenant à libérer vos émotions, en apprenant à renforcer, venir vibrer votre nature, vous allez pouvoir répondre librement. Et vous allez attirer à vous des relations qui vous élèvent parce que c'est ce que vous méritez de vivre pleinement. Être entouré de relations épanouissantes et équilibrées. Et si une de vos relations ne reflète pas cela, eh bien réécoutez cet épisode. Prenez des distances, agissez sur l'extérieur de façon à avoir de l'espace pour vous et entamez cette grande démarche intérieure, ce grand chemin de nettoyage intérieur. Ce que je vous propose de faire maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vais vous proposer quelque chose que je ne vous ai pas encore proposé. C'est de réserver un appel de coaching pour identifier avec une coach de mon équipe directement si et comment le programme Expérience peut vous aider à transformer vos difficultés relationnelles, notamment parce qu'on est ici sur le sujet des relations, mais toute autre difficulté, épreuve de vie que vous traversez, en tremplin pour mieux vous connaître et pour révéler votre plein potentiel et votre unicité. Donc je vais vous mettre un lien dans le descriptif vers cet appel de coaching. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger votre fiche d'auto-coaching parce que je vais déjà vous proposer quelques pratiques pour démarrer cette prise de conscience sur la relation toxique. Merci beaucoup pour votre attention. À très très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.